Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la suite d'un livre qui avait fait l'objet d'un épisode No Limit Sécu et qui s'intitule 25 énigmes ludiques pour s'initier à la cryptographie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième volume qui s'intitule 20 énigmes ludiques pour se perfectionner en cryptographie. Et donc pour cela, nous recevons ces deux co-auteurs, Pascal Lafourcade. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Christina Honnête. Bonjour Christina. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar. Et bonjour. Alors Pascal, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Pascal Lafourcade, je suis professeur à l'Université Clermont-Auvergne et ma spécialité, c'est la sécurité, la cryptographie et les méthodes formelles pour la sécurité. Christina ? Oui, je suis Christina Honnête, je suis maître des conférences à l'Université de Limoges. Je viens des Pays-Bas et je suis spécialiste en cryptographie, en sécurité prouvable des protocoles cryptographiques. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce deuxième livre ? Déjà le succès de la première partie, du premier volume, donc le premier livre a été un vrai succès. Il y a de nombreuses personnes qui sont intéressées à ce livre. Et en discutant avec d'autres collègues, et en particulier Christina, qui trouvait que c'était une très bonne idée d'avoir écrit ce premier livre, on s'est dit qu'il manquait encore des choses. Et donc on a voulu aller plus loin et faire découvrir aux lecteurs de nouveaux sujets qu'on n'avait pas abordés dans le premier volume, en fait. Et ce qu'on a voulu faire surtout, c'est parler plus de cryptographie moderne, en fait. On a beaucoup plus de choses qui sont au goût du jour dans ce deuxième volume. Mais alors, est-ce que le deuxième volume est la suite du premier ou est-ce qu'ils peuvent se lire de manière indépendante ? Et est-ce que le deuxième est plus compliqué que le premier ou est-ce qu'il est juste plus moderne ? Alors, le deuxième volume est indépendant du premier volume. Alors, bien entendu, si on a adhéré aux principes du premier, on va retrouver les mêmes principes dans le deuxième volume. Par contre, dans le deuxième volume, on a essayé d'aborder des thèmes un peu plus poussés au niveau cryptographie, mais on a voulu que ça reste abordable pour des lycéens. Donc, il y a des niveaux de difficulté. Donc, il y a des premières énigmes. Les 6 premières énigmes sont à 1 étoile. Après, on a des énigmes à 2 étoiles et des énigmes à la fin à 3 étoiles. Donc, les premières énigmes sont toujours abordables par des lycéens. Les deuxièmes pour des lycéens un peu plus forts. Et après, ça va un peu plus loin au niveau de la réflexion. Et tu peux donner des exemples de thèmes que tu considères comme avancés ? Enfin, j'imagine que est-ce que vous faites de la crypto quantique, par exemple, ou est-ce que c'est trop avancé pour le programme de terminale ? Alors, on n'a pas abordé la cryptographie quantique, peut-être dans un 3e volume, mais on a abordé des notions comme des courbes elliptiques. On a abordé des notions de cryptographie basée sur les réseaux. On a abordé des notions de typage, de signature, de couplage, de cryptanalyse différentielle. Donc, on a abordé beaucoup de sujets qui sont plus avancés en cryptographie, mais tout en essayant de les vulgariser. Et l'homomorphisme ? Alors, l'homomorphisme, on l'avait déjà abordé dans le premier, et on a une énigme où on parle de malléabilité, mais pas forcément d'homomorphisme. On a aussi des signatures de groupe, donc ça apporte aussi une contribution sur la protection de la vie privée. C'est un sujet qui est très important de nos jours, surtout que il est très difficile à quantifier et aussi très difficile à le prouver de notre point de vue. Et donc, en fait, on a abordé aussi des primitifs cryptographiques qui essayent de garantir la protection de la vie privée. C'est-à-dire ? Alors, on a déjà deux énigmes 2 ou 3 énigmes qui parlent un peu d'anonymat, de comment se protéger et essayer d'avoir un anonymat qui marche bien et de comment on peut trouver une attaque si on ne le fait pas bien. Donc, peut-être que Christina peut nous en dire un peu plus sur ces énigmes. Surtout, je pense que, au moins, si on parle, je pense qu'on pense à la même, l'énigme qui parle de l'attaque contre l'anonymat. Le but n'est pas autant de montrer comment mettre en place une attaque qui peut, en fait, attendre à la vie privée de quelqu'un. C'est surtout de montrer à quel point il est très difficile, malgré ce qu'on appelle l'anonymisation de données ou la pseudonymisation des données, d'obtenir de données vraiment anonyme. Et donc, en fait, l'idée serait justement de montrer que même si on essaie de mettre en place
des systèmes de protection de la vie privée relativement intéressantes mathématiquement parlant, il y a toujours des circonstances dans la vie réelle qui font en sorte que l'anonymat en question soit brisé. Et comment vous faites pour vulgariser ce genre de sujet? Parce qu'on pense à la désanonymisation des jeux de données, mais ça supposait d'avoir des masses de données assez importantes à traiter. Là, on précise bien que c'est un format papier. Je ne sais pas s'il y a des utilitaires ou des données compagnons à télécharger sur Internet ou si le livre peut être travaillé entièrement en version papier. Et Alors, si c'est le cas, effectivement, comment vous faites pour fournir des données, des biais statistiques et des choses comme ça? Alors l'objectif effectivement c'est de tout pouvoir faire avec un crayon et un papier. Il n'y a pas besoin de logiciel compagnon, de données à télécharger sur le site de l'éditeur. C'est tout accessible juste en réfléchissant. Et pour faire ça, on veut faire sentir le concept qu'il y a derrière ces notions en fait. Et donc du coup, on va donner des données assez petites. Je pense qu'on a une dizaine d'entrées dans nos données. Et grâce à ces entrées et des indices qu'on apprend avec des contextes externe, on va pouvoir identifier une personne dans la base de données toute petite qu'on a donnée. Donc c'est l'idée de faire sentir cette notion-là. Et effectivement, comme tu dis Nicolas, dans la vraie vie, il y a des centaines de données, il faut faire des corrélations, mais le principe est le même, c'est de trouver les points communs qui permettent de lister des informations. C'est quelque chose qu'on utilise en fait beaucoup aussi dans la recherche. C'est le principe du contre-exemple qui prouve en fait une séparation. Donc en fait, quand on pense en général à une vulnérabilité quelconque, et je me réfère peu importe au système d'exploitation qu'on utilise ou enfin au logiciel qu'on utilise, en fait en général, les personnes qui travaillent sur les vraies attaques, les attaques contre des systèmes, contre des outils qui sont utilisés, ils vont toujours essayer de en fait trouver le verrou technique qui leur permet en fait d'exploiter un système. Et ensuite, ils l'exploitent. Donc, ce premier pas de trouver un verrou, pour nous, c'est vraiment isoler le concept cryptographique qui permet une attaque ou qui permet une résolution cryptographique. Et ensuite, donc, c'est soit à nos lecteurs de l'exploiter, soit on leur donne quelques petits indices pour qu'ils puissent justement réussir à trouver soit la vulnérabilité, soit comment l'exploiter, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à vulgariser aussi. Il faut en fait isoler premièrement le verrou technique de ce qu'on essaye de montrer, de mettre en avant, et ensuite il faut à partir de là développer quelque chose qui permet au lecteur de se mettre dans ce monde, de comprendre le contexte, et donc ensuite de réussir, de trouver la solution. Quel est le public exactement pour ce deuxième opus? C'est même cible que pour le premier? Alors le premier, c'était pour les énigmes les plus faciles, c'était fin du collège, après début du lycée, fin du lycée. Là on est plus début du lycée, fin du lycée et un peu au-dessus pour les énigmes 3 étoiles en fait. Parce que les notions qui sont abordées conceptuellement sont pour certaines un peu plus dures. Même si 2-3 énigmes de 1 étoile, je pense, sont faisables par des collégiens. Les 3 étoiles, c'est typiquement pour des étudiants. Vous les utilisez peut-être en cours d'ailleurs. Les 3 étoiles, oui, faut réfléchir un peu plus, et la solution n'est pas à portée directe en fait. Voilà, les premières sont assez faciles, les 3 étoiles sont bien plus compliquées, et peut-être demanderont plus de temps pour des lycéens que pour des étudiants universitaires. Et vous vous amusez peut-être plus, vous, à inventer et imaginer ces énigmes que certains qui essayent de les résoudre? Alors effectivement, on a pris beaucoup de plaisir à construire ces énigmes. En fait, c'était vraiment très agréable de travailler avec Christina sur ce deuxième volume. On a vraiment travaillé en binôme. On a brainstormé justement les idées qu'on voulait faire passer, qu'on n'avait pas mis dans le premier volume. Donc on a écrit une grande liste d'idées, et sur les idées de concept cryptographiques. Donc on avait courbe elliptique, on avait signature de groupe, cryptographie basée sur les réseaux, etc., etc. Toutes ces notions-là, et on a commencé à essayer d'isoler les notions clés, de créer une énigme. Donc il y en a un qui crée l'énigme, on la propose à l'autre essaye de le résoudre, et en faisant des allers-retours, on arrive à avoir une énigme assez propre et accessible et assez vulgarisée. Et comment vous apportez le côté ludique? Alors c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a le concept bien isolé, on essaye de mettre un contexte un peu ludique pour arriver à présenter ça.
Et donc Christina a proposé de superbes idées sur certaines énigmes. C'était vraiment très très agréable et très très riche de faire ça à deux, en fait, de pouvoir échanger et proposer des choses, en fait. Celle que j'ai en tête, c'est celle sur Hunger Games, où on a deux équipes qui s'affrontent sur une île, et en utilisant des principes un peu de cryptographie de communication, ce qui va nous permettre d'illustrer un concept utile en cryptographie. Tout à l'heure, tu parlais de cryptographie liée au réseau. De quoi est-ce qu'il s'agit? Oui. Alors, c'est quelque chose qui est très à la mode parce que c'est quelque chose qui est post-quantique, hein, donc c'est la cryptographie post-quantique, et une des branches de la cryptographie post-quantique, c'est ce qu'on appelle lattice-based cryptographie en anglais, la cryptographie à base de réseaux euclidiens. Donc, c'est des nouvelles techniques de cryptographie qui sont a priori résistantes à la possibilité d'un ordinateur quantique. Donc, face à un ordinateur quantique, ces techniques de cryptographie, c'est encore des problèmes difficiles et qui permettraient de sécuriser nos communications. Et ça, c'est quand même récent, tous ces trucs-là. Vous avez réussi à imaginer des exercices abordables sur les réseaux euclidiens? Alors, pour les réseaux euclidiens, on s'est inspiré d'un jeu qui a été proposé par une équipe de recherche qui ressemble un peu à un Tetris. Donc, il y a des briques à empiler, et quand on les empile bien, ça fait descendre des lignes. Et là, on demande au lecteur de résoudre un de ces challenges, quelles briques il faut empiler pour arriver à trouver la solution. Et ça nous a permis d'expliquer derrière comment fonctionnent les réseaux euclidiens. Et est-ce que vous avez vu des usages, on va dire, du premier livre que vous aviez peut-être pas nécessairement anticipé? Alors, j'ai croisé une fois un élève quand je suis allé à Limoges faire un séminaire chez Christina, justement, qui m'a dit qu'il avait lu l'ouvrage 2 ans avant et que maintenant il était en train de faire un master en cybersécurité. Donc clairement, ça ouvre des passions ou des vocations pour certains, parce qu'à l'époque, il était en licence et il n'avait pas forcément d'idée ce qu'il voulait faire plus tard. Donc pour moi, c'est le premier usage d'éveiller la curiosité des jeunes. Voilà. Le deuxième usage, c'est... On va dire que ça, c'était un usage prévu, le fait d'essayer d'attirer vers la cybersécurité et la crypto des jeunes. Alors, c'est ce qu'on souhaitait, mais là, j'ai eu des témoignages comme quoi ça marche, donc ça, c'est plutôt bien. Pour moi, le deuxième but visé, c'est aussi d'offrir des manières ludiques d'enseigner certaines choses, en fait. On peut s'en servir en introduction. Moi, je vois que maintenant qu'il y a la cryptographie et un peu de sécurité dans les nouveaux programmes du BUT, là où j'enseigne, je propose à mes étudiants, en termes d'exercice, des énigmes adaptées à leur niveau et au programme, et ils aiment beaucoup ça, en fait. Là, je vais commencer cette semaine un nouveau cours avec eux, et le premier TP, ils ont 8 énigmes que j'ai conçues à résoudre, en fait, qui sont adaptées, ou des nouvelles énigmes pour les prochains ouvrages, mais qui sont adaptées à leur niveau. Et ils apprécient énormément ce genre d'escape game, en fait. En fait, le livre, c'est une sorte d'escape game papier qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce genre d'apprentissage par des jeux c'est un phénomène que ici on apprécie beaucoup. À Limoges, on a le Master Cryptis, qui est le premier master en cybersécurité de la France. Et donc nos étudiants ont une équipe de Capture the Flag. Alors moi, je m'amuse tous les Noëls de leur faire un type de calendrier de l'Avent avec des petites énigmes. C'est pas les mêmes, c'est pas le même niveau, et la complexité est un peu plus basse puisqu'on attend d'eux qu'ils résoudent ça les jours où ils ont peut-être des contrôles ou autre chose. Mais en fait, c'est un outil très puissant en fait pour attirer les gens vers cette équipe de Capture the Flag, pour regarder à quel point ils sont prêts. Les intéresser encore plus sur certains aspects de la cryptographie que peut-être ils ignorent. Donc, c'est un outil extrêmement puissant, je trouve. Et là, vos étudiants, c'est des étudiants d'université, comme tu dis, de master spécialisé. Mais pour les collégiens, vous faites comment? Enfin, pour les énigmes niveau 1, vous faites comment pour les tester? Vous avez un pool, l'éditeur vous fournit un pool de collégiens? Vous avez Alors, des jeux, de la culture mathématique, des choses comme ça? Alors, l'éditeur ne fournit pas des cobayes au collège pour pouvoir tester. Mais par contre, moi, j'interviens dans un groupe de l'IREM, de l'Institut de recherche et d'enseignement des mathématiques, qui est le groupe ISO pour informatique sans ordinateur. Et on a l'occasion d'aller intervenir dans des classes. Donc, on a des collègues qui sont profs de maths au collège, au lycée ou même au primaire, et qui nous invitent dans leur classe pour qu'on puisse tester les activités.
De plus, j'interviens et je propose tous les gens des ateliers à la fête de la science. Donc pendant une journée, moi je reçois à peu près une quinzaine de classes avec plein de choses. J'ai eu aussi la chance au mois de juin de pouvoir animer une manifestation de mon université qui s'appelait Nuit ardente, où j'ai pu tester pendant 3 jours. Près de 1000 personnes sont venues tester les énigmes en grand plein air. Donc ils venaient, je leur donnais les énigmes et ils essayaient de les résoudre, et puis je leur en donnais une autre. Donc j'avais créé un petit scénario autour de ces énigmes. Donc j'ai pu tester certaines des énigmes qu'il y a dans l'ouvrage lors de cette journée. Ça a beaucoup plu aux gens. Et après, je teste, entre nous, on se teste aussi. J'utilise aussi des doctorants qu'on a au laboratoire pour tester, voir s'ils y arrivent. Mais tous ces gens-là nous donnent du retour et nous permettent d'améliorer les questions des ouvrages. Et la moitié des énigmes, une étoile, je les ai testées au stage Maths C2+, qui a été organisé à Clermont-Ferrand. C'est un stage où on a des lycéens qui sont en seconde. Ils sont triés. C'est une quinzaine de lycéens qui passent une semaine à faire des mathématiques, et moi je les ai eu pendant 3 heures pour qu'ils testent la moitié des énigmes qu'on avait proposées dans l'ouvrage. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont remonté des erreurs, enfin aussi bien sur cette édition en bêta-test que sur la précédente? Est-ce qu'il y a des Alors, gens, je remercie fortement ces élèves de Maths C2+, parce que il y a 2 énigmes qu'on avait fini 2 jours avant avec Christina, et il y avait encore des erreurs, donc ils nous ont remonté que ça marchait pas, qu'ils n'arrivaient pas à casser l'énigme, à résoudre le puzzle qu'on leur avait donné. Et effectivement, on s'était trompé dans l'énoncé, donc ça c'était plutôt très agréable. Et pareil sur les versions, la première version du livre, la première édition, j'ai des collègues par contre qui l'ont testé, qui l'ont lu, qui l'ont fait avec leurs enfants, qui m'ont signalé quelques petites erreurs. Et donc dans les nouvelles versions qui sont en vente à l'heure actuelle, il n'y a plus les erreurs de la toute première édition où il y avait quelques petites typos et surtout 1 ou 2 phrases qui n'étaient pas très précises ou incorrectes ou un peu floues, donc on a pu préciser tout cela. Et d'ailleurs, on invite les futurs lecteurs à nous faire des retours par mail, si on se trouve des erreurs ou des choses qui sont pas très claires, ça nous permettra d'améliorer les prochaines versions des livres en fait. Et quand tu parles du prochain, ça veut dire qu'il y a déjà une édition 3 qui est prévue? Enfin, vous avez des idées que vous n'avez pas pu mettre dans celle-là? Est-ce que vous vous limitez en nombre de pages ou est-ce que... Parce que on va pouvoir dire à nos auditeurs en exclusivité que l'édition 2, enfin le deuxième volume sort le 11 octobre, c'est ça? Oui, tout à fait. Il va sortir le 11 octobre. Et alors moi, là avec Christina, on a fait pour se perfectionner à la cryptographie. Et il y a beaucoup de personnes qui nous demandent d'avoir un livre pour des plus petits en fait. Donc ça serait pour primaire et collège. Donc le prochain défi que je vais essayer de me lancer, ça serait de voir si je peux arriver à faire un ouvrage pour des plus jeunes en fait. Donc j'ai commencé à y réfléchir, j'ai une idée pour de nombreuses énigmes, mais ça demande quand même beaucoup plus de réflexion que faire le niveau avancé en fait. Et petite question du coup, au niveau du livre, est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu en fait de comment est-ce qu'il est structuré? Vous avez toutes les énigmes qui sont peut-être progressives en termes de difficulté, ou est-ce que non, c'est plus de l'aléatoire? Ça marche comment? Alors le premier ouvrage, on avait décidé de classer les énigmes par ordre chronologique, indépendamment de leur difficulté. Donc on avait pris à peu près la création des concepts cryptographiques qui étaient derrière. Et donc on avait commencé avec des choses qui avaient lieu à l'Antiquité, après on est passé à des choses qui avaient lieu au Moyen-Âge, et après on est passé à des choses qui avaient lieu avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis après on est passé à des énigmes de cryptographie moderne dans le premier ouvrage. Et donc les énigmes, elles n'étaient pas classées par ordre de difficulté. Dans ce deuxième ouvrage, on a décidé plutôt de mettre par ordre de difficulté. Donc on a les 6 premières énigmes qui sont à 1 étoile, après on a 9 énigmes qui sont à 2 étoiles, et enfin on a les dernières énigmes qui possèdent 3 étoiles. Donc on les a vraiment classées par difficulté. C'était un retour qu'on a eu de certains lecteurs qui nous ont dit c'est bien, mais ça serait bien qu'on ait toutes les faciles d'abord et puis après toutes les difficiles. Donc sur le premier ouvrage, j'avais une raison, et sur le deuxième, on a préféré suivre ce conseil. Et donc pour répondre à la question, vous envisagez déjà un tome 3 ou vous êtes à court d'idées? La cryptographie, et vous êtes arrivé au bout des connaissances actuelles? Pour le tome 3, je pense qu'on pourra imaginer encore d'autres choses, parce que comme tu l'as dit, ta première question, on n'a pas parlé de cryptographie quantique, donc ni d'ordinateur quantique, donc on pourrait imaginer d'autres questions, et il y a encore des thèmes qu'on n'a pas abordés, ou des thèmes qu'on pourrait aborder d'une autre manière, donc je pense qu'on pourra réfléchir dans les prochaines années à faire
un volume 3 avec Christina ou d'autres personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le genre d'énigmes qu'on pose, ce sont sur des thématiques extrêmement riches. Donc, souvent, on ne peut aborder, pour la clarté de l'énigme, on ne peut aborder qu'une facette, alors qu'il reste plein d'autres facettes à explorer. Et peut-être mentionner que l'une des richesses, je trouve, de notre livre, et aussi du premier livre d'ailleurs, mais de ce livre aussi, se trouve dans les solutions en fait. Notamment, on donne à côté des solutions en tant que telles et des verrous dont on parle, on donne aussi beaucoup de culture générale. On parle beaucoup des cryptographes de l'heure actuelle, les noms qui ont fait la cryptographie qui existe aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui peuvent aider à nos lecteurs à s'immerger en fait dans cet univers, de comprendre en fait à quel point des algorithmes dont on parle n'existaient pas il y a 50, 60 ans. Au contraire peut-être du premier livre où en fait on parlait même de Jules César, etc. Donc voilà, ce sont des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Donc même si les énigmes parfois semblent très difficiles, il y a toujours des aspects de culture générale derrière qui sont enrichissants. Et ça, c'est aussi quelque chose à apporter pour un prochain livre. Ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que vous souhaiteriez ajouter des choses en mot de la fin ? On a vraiment pris beaucoup de plaisir à rédiger cet ouvrage avec Christina, à concevoir les énigmes, et j'espère que les lecteurs prendront autant de plaisir à les résoudre. En fait. Eh bien, probablement, puisqu'ils vont certainement apprendre beaucoup de choses, et le côté ludique va permettre de rendre tout cela beaucoup plus facile, puisqu'on sait que le côté ludique facilite l'apprentissage. Merci beaucoup. On rappelle le titre, l'éditeur et la date de sortie, 11 octobre. Alors, c'est 20 énigmes ludiques pour se perfectionner en cryptographie. C'est chez Duno, l'éditeur, et ça sortira le 11 octobre 2023. Bravo. Bravo et Chapeau merci. bas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Christina, merci Pascal. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.